L'histoire suit deux personnages. Un personnage de jeune noble, naturaliste, c'est-à-dire scientifique, qui s'appelle Grégoire de Fronsac, qui est interprété par Samuel Le Bihan. Et ce personnage revient juste d'Amérique, où il a participé aux guerres indiennes. Au cours de ces événements, il s'est lié d'amitié avec un Indien iroquois, un Mohawk, du nom de Mani, interprété par Marc Dacascos. Et ces deux personnages, donc, vont débarquer un beau matin dans cette région du Gévaudan, avec pour mission de trouver et de ramener empaillée la bête du Gévaudan. Quand Fronsac arrive en Gévaudan, en fait, il est confronté à deux choses, à la fois au mystère de cette bête et aux légendes qui courent à travers la paysannerie sur le fait que ça pourrait être le diable, un dragon, enfin des choses comme ça surréalistes, et aussi à cette noblesse secrète, bizarre, qui impose en fait ses lois personnelles loin de la cour, qui essaye de garder ses privilèges ancestraux et qui vit dans un passé qui va être bouleversé quelques années plus tard. Racontez-nous, monsieur. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. Pensez-vous que le capitaine Duhamel aura tant besoin de l'aide de Dieu? Qui pourrait s'en passer? Duhamel est tout juste bon à déguiser ses soldats en filles pour attirer la bête. Quelle stratégie! Duhamel fait ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'ils sont campés, tous ces gens-là, qu'ils soient prêtres, nobles, notables, sur leurs acquis, leur pouvoir. Une société qui est loin des fameuses idées des Lumières, et qui n'a pas du tout envie d'évoluer. Faut-il croire que la morale de votre histoire est qu'il n'y a pas de bête en Gévaudan? Que nous autres du pays, nous sommes des imbéciles? La morale de ma fable, mademoiselle, est qu'on n'a jamais vu de dragon ni de licorne ailleurs que dans les livres ou les poèmes. Les mensonges apparaissent parfois comme vérité quand on les habille de latin. Prenez garde, monsieur. On finirait par ne plus savoir de quoi vous parlez. Mais d'ailleurs, qu'êtes-vous? Naturaliste ou philosophe? Ou pire, comédien. Je crois que monsieur le chevalier est surtout parisien. Cut. Okay, it's good. In the movie, I play a character named Manny, and I am a Mohawk Indian of the Wolf Clan, originally from Canada, and my best friend and blood brother is Fonzak. And through circumstance, I end up going back to France with him, having this incredible adventure of romance, love, action. We even have a beast. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, toi, tu vas regarder Mani, donc tu vas rire, etc. Et tout, voilà. Et à ce moment-là, tous vous retournez vers Mani. Tu vois. C'est ça qui est important. On est d'accord. Ok, on y va, moteur! Au-delà des forces progressistes représentées par Grégoire de Fronsac et les forces mauvaises dans le film, qui sont des forces de superstition, des forces rétrogrades, intégristes, il y a une troisième voie, qui est la voie de la magie. Et le personnage de Mani introduit cette voie-là. I see Manny as this man that is very, very in touch with the earth, animals, just a very sensitive human being. It doesn't mean that he can't be ferocious when he needs to be. He is the echo warrior, the E.T. of this movie. Il y a eu beaucoup d'Indiens qui ont été ramenés des colonies au milieu du XVIIIe siècle. Le personnage de Mani est très proche de Marc Dacascos dans la vie. Sa mystique particulière, sa discipline. C'est un personnage décalé, étrange, poétique. Qu'est-ce que cela fait? Cela dépend des gens. Les Indiens prétendent qu'on voit ce qui ne peut être vu. Alors, Mani? La bête est dans la forêt. Les loups nous aideront. Tu ne vois pas plus? Cette nuit, nous danserons la danse du sang. He's a little bit different from everybody else. He walks and hears at a different speed. When other people are talking, he doesn't listen to their voices. He listens and feels their energy. He talks to trees. He listens to the wind and has conversations with them.
Fronsac a toujours l'air de ne jamais vraiment croire à ce que raconte Mani, mais dans le fond, il sait très bien qu'il a raison. Il le connaît. Son rapport à Mani est toujours mêlé de cette petite confrontation, et en même temps, c'est plus comme un jeu entre les deux. Ok. Refaisons une répète. Fronsac a une attitude très libérale avec les femmes. On le considère un peu comme un libertin, donc quelqu'un de mœurs légères. L'intrigue du film correspond aussi à un changement dans la vie de Fronsac. Ça va être un virage réel puisqu'il va rencontrer deux femmes. Toi, tu vas te tourner vers l'église là-bas. Pour le moment, ce n'est qu'un rêve naturaliste qu'on a cet hiver. Tu te tournes et il voit que tu regardes ailleurs. Il dit, vous n'avez-vous jamais envie d'autres paysages? Vous m'avez donc pardonné? Émilie Dequesne campe Marianne de Morangias, le personnage de l'héroïne du film. C'est un personnage jeune, très frais, qui va faire balancer le cœur de Fronsac et qui va se découvrir une rivale terrible avec Monica Bellucci. Alors, monsieur le naturaliste, Marianne, elle est jeune, mais c'est une petite femme pleine d'amour, qui vit dans une famille un peu tourmentée. C'est une jeune fille, mais avec beaucoup de caractère, qui appartient donc à cette noblesse fermée, sombre, mystérieuse, et qui, elle, resplendit comme la lumière. C'est un espèce de petit soleil à travers cet univers sombre. Pour Fronsac, c'est un vrai virage, parce que c'est la responsabilité de l'amour. Je sais que vous ne croyez pas. Vous êtes un libertin. Mais on n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez. Enfin, c'est ridicule. Nous ne nous connaissons même pas. Ah, parce que vous pensez que je parle de vous? Marianne! Elle représente les gens qui ne savent pas encore qui ils sont et qui vont être changés pour l'évolution des idées. D'abord parce qu'elle est une femme, et que les femmes encore à l'époque sont pas spécialement bien loties, d'ailleurs elles ne le seront pas encore même au siècle suivant. Mais elle est déjà une jeune fille moderne. Elle est une jeune fille moderne égarée au XVIIIe siècle. Et puis on découvre toute cette trame autour de la famille dont elle vient. Puis on voit que Marianne n'a rien à voir avec ça. Mais qu'en plus de ça, elle va se rebeller contre ça. Elle va sentir ce malaise. Allez, transforme-moi en lézard, l'Indien, que mon bras repousse. Hein? Enfin, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas de bon goût. Laisse-moi. Le moment où tu vas pour te reculer, tu recules à un moment en regardant, ce qui laisse à supposer que peut-être tu as fait ça. Sa caméra à lui, c'est la A. Donc faut jouer un peu derrière, en oblique. Voilà, exactement. Le personnage de Jean-François de Morangias, qui est le frère de Marianne de Morangias, joué par Émilie Dequesne, le fils donc dans le film de Jean-Yann et de Edith Scobb, est incarné par Vincent Cassel. Et vous, Fronsac, d'après vous, dans quelle sorte de look sommes-vous? C'est quelqu'un qui, de l'extérieur, doit avoir l'air très ambigu, je crois. Mais finalement, lui, en fait, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement que de suivre ses pulsions. Et du coup, ça en fait un personnage romantique. Et c'est ça que je trouve intéressant. Que fais-tu à pied pendant la chasse? Tu veux te faire estropier? C'est ma faute. Je ne vous demande rien, chevalier. Le personnage est habité par une étrange passion pour sa sœur. C'est un personnage qui est le double de Fronsac. C'est un personnage qui, lui, n'est pas allé en Amérique, il est allé en Afrique. Et il a à la fois perdu quelque chose, son bras, et il en a ramené quelque chose d'autre, qui est une sensibilité particulière, une vision particulière, qui va naturellement se confronter à celle de Fronsac. C'est coupé. C'est quelqu'un qui a quand même quelque chose de très destructeur, puisque c'est la chasse, tu vois, il a une espèce de plaisir de traquer, de tuer. Il a grandi tordu, non pas, je fais pas allusion au bras, mais il a grandi tordu parce qu'il a grandi à l'intérieur de cette famille, comme ça, un petit peu sournoise. C'était intéressant de confronter en plus Vincent Cassel, qui est très naturellement sombre au sens de son personnage, de son charisme, un charisme obscur, au charisme plutôt solaire, lumineux de Samuel Le Bihan. Je coûte cher, Grégoire de Fronsac. Nous nous connaissons? Vu d'ici, le Gévaudan est tout petit. Italienne? Si, de passage dans ce beau pays.
J'ai de l'argent. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Le personnage de Fronsac est un personnage de dandy, de voyou presque, d'élégant, libertin. Et il est confronté à un personnage de veuve noire, c'est un personnage de femme fatale, plus fort que tout ce qu'il a jamais rencontré, et qui va l'entraîner assez loin sur le chemin de la relation sexuelle, etc. Et c'est un personnage campé par Monica Bellucci. Sais-tu comment les Florentines gardent leur mari à la maison? Non. Elles leur donnent chaque matin un poisson lent et chaque soir son antidote, de sorte que le mari qui découche passe une bien mauvaise nuit. Je crois que Sylvia, bien sûr, c'est un personnage mystérieux, gothique, assez fou. C'est pour ça que ça m'amuse de la jouer. Je crois pas qu'elle est méchante. Je crois que quelquefois, si elle est très agressive, c'est parce qu'elle doit se défendre et défendre les autres. C'est quelqu'un de forte. Pardonnez-moi, j'ai oublié la dame de dépense. Elle est une prostituée de luxe que rencontre Grégoire de Fronsac. Très rapidement, on comprendra qu'elle est beaucoup plus qu'une prostituée. C'est un personnage ambivalent. C'est un personnage dont la violence, la cruauté et la perversité est en quelque sorte constamment contrebalancée par un romantisme noir. Peut-être que c'est le rôle de l'italienne dans le cinéma français. Si, je crois que c'est un ange noir. Finalement, ton arme nous sera peut-être utile, à condition que ce soit toi qui la porte. Par rapport au texte, au dialogue, au fait de faire un film en costume, avec Christophe, dès le départ, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il fallait donner une modernité au personnage, une actualité à l'histoire. Lui sort la pièce, la balance, que ça soit plus rapide, plus dans le ton. Voilà. Je pense que ça serait bien en fait. Vous connaissez la maison de Pierre et Jeanne Roulier? L'idée derrière le film, c'était de trouver en France l'équivalent de ces films américains qui sont interprétés par des jeunes acteurs. Je sais que c'est devenu une sorte de formulation commerciale d'utiliser des jeunes acteurs depuis Scream, mais je trouve qu'il y a quelque chose de profondément sain et vital en mettant à l'écran de nouveaux visages, de nouveaux talents. On s'était bien raconté qu'on voulait pas faire un film en costume pour faire une leçon d'histoire ou réveiller une vieille bibliothèque. L'idée, c'était de se dire pourquoi raconter un film en costume aujourd'hui? En quoi ça nous touche? Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Ça, c'est impeccable. Ça, c'est un mouvement impeccable. Ouais, ce que je trouve vraiment bien dans le film, c'est que c'est le fait de nous prendre moi, Émilie, qui sommes des comédiens de films d'auteur, de petits budgets, de petits films intimistes, et de nous lancer dans une grosse aventure comme celle-là. Ce qui est pour nous super plaisant et qui est en même temps un gros pari pour Christophe. Non, je suis vraiment heureuse de changer de style. Pourquoi? Parce que moi, ça m'apprend plein de choses. De travailler avec des techniques différentes. Je crois que c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai choisi de faire ce film, le fait que ce soit tout à fait différent, que ce soit peut-être un peu moins intimiste, bien que moi je m'y retrouve dans l'histoire. J'avais très très peur qu'on enferme le projet dans une sorte d'académisme, c'est-à-dire qu'on mette dans les rôles principaux des gens qui ont déjà inévitablement joué dans des films de costumes français et qu'on connaît, etc., etc. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a moins de formulation à mettre des gens jeunes que de mettre des gens qui sont par ailleurs des acteurs confirmés mais qui ont déjà fait leurs dents sur le film en costume. La bête n'est pas un animal de ordinaire. Jamais l'oreille nous échappe. Et loups de ce pays sont peut-être d'une autre trempe. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Mon approche sur les seconds rôles vient de mon amour pour Sergio Leone. Chez Sergio Leone, on n'oublie jamais la tête d'un second rôle. Quand je dis second rôle, d'ailleurs, c'est un peu dur parce que de personnage qui a moins de temps d'apparition que les autres. Pour moi, il n'y a pas de second rôle, il n'y a que des rôles importants. Même si le personnage apparaît dans une séquence, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Je demande pardon. Miséricorde. Mais laissez-moi. Que se passe-t-il, mon fils? Dieu m'a puni pour mes péchés. Mes petits ont disparu, on m'a mouché. Eh bien, le Sardis, c'est un prêtre, France profonde. C'est un personnage qu'on voit assez peu, qui est là, c'est le bon curé de la famille. Il y a des châtelains, plus ou moins plutôt sympas. Lui, il est là.
comme dans le coup classique du pique-assiette qui est là, qui dit bonjour à tout le monde, qui fait partie un peu des meubles et de la famille, comme on a toujours vu. Et puis il se transforme un petit peu comme ça, absolument convaincu, et j'ai pas trop besoin de me forcer, que le pouvoir du roi et les lumières qui arrivent va nous foutre dans un état lamentable. Sardis, d'ailleurs, ça me plaît, c'est un nom, c'est Sardes, c'est déjà un peu corse, vive les Corses. Annonce. 20 sur 21 degrés. Et si on faisait des devinettes? Parmi, entre guillemets, les seconds rôles qu'il y a sur mon film, il y a des gens comme Jean-Yann ou Jean-François Stévenin ou Jacques Perrin, qui sont des très grands acteurs. Donc ça m'embête un peu de les cataloguer comme second rôle. Comme vous le savez, je dois ramener la bête à Paris et je n'ai que ce doux. Alors vous allez me fabriquer une bête. Vous espérez faire croire au roi? Mais non, Fronsac. J'exécute sa volonté. Vous devriez faire de même, ce serait sage. Vous me menacez, monsieur? À mon âge, allons donc. Vous savez qui je suis. Et vous êtes trop intelligent pour qu'on ait besoin de vous menacer. Ils ont été filmés avec quelque chose de particulier, une espèce d'attachement, presque de grossissement comme ça, qui fait le charme de leur apparition. Chef, il y a là une dame qui veut vous voir. Plus tard ce soir. Ils sont exorbités au sens où ils sont énormes. J'ai cherché d'abord des lieux qui, en termes de lumière et en termes artistiques, favorisent le climat que je voulais dans le film. Et ensuite, j'ai travaillé avec mon chef opérateur pour apporter la petite pointe subtile de reconstruction pour que ce qu'on avait devant soi prenne une touche particulière. J'aime pas trop les films qui s'amusent à filtrer la lumière ou du moins à la déformer, ce qu'ils ont devant eux, parce que je pense que ces films sont amenés à vieillir très rapidement. When you read the story, there's so many inside the castles, inside the caves, and you know, it's so orphanage for me. It should be a torch movie, you know, a lot of the lights should be with torches, and I didn't like to go this classical way, you know, with too much smoke, too much light beams coming into the windows we have seen so many times. Because the costumes are so great, the locations are so beautiful, so rich, so if the light is going to be too flat, too soft, you're going to see everything, and it's going to be like a big parade of beautiful costumes, beautiful makeup, beautiful hair, and that's, in the long run, I think it's boring to have it like that. So I will try to make a style that was very dark and try to make this high contrast light as I like. And it's always difficult to make beautiful light when the camera is just running around, and Christophe likes to move the camera a lot. I love that too, so of course we talked about that a lot, the camera movement, interesting angles and things like that. Because we like the same kind of movies, you know, and the same style. And that's, of course, a challenge, much easier for both parts. If the director likes what the DP do and you don't have to discuss everything. Sa lumière est transparente, elle met en valeur les textures, les chairs, le grain de peau, elle met en valeur en fait tout ce qu'on avait devant la caméra. Et elle n'essaye pas de s'interposer entre la caméra et le sujet. J'ai pas fait les comptes, mais il y a quand même 80 décors à construire. Il faut dire qu'ils sont extrêmement... ils sont, bon, pas seulement nombreux, ils sont assez complexes. Le film est compliqué d'ailleurs. Il y a un chef constructeur qui chapeaute une équipe d'environ 80-90 personnes, qui est composée de peintres, de sculpteurs, de serruriers, de forgerons. Ce sont des métiers qu'on trouve dans la vie classique. L'idée, c'est de travailler des décors existants ou des paysages existants en les remaniant légèrement. Donc j'ai avec Guy-Claude François, mis en place une logistique assez rude qui consiste à légèrement modifier tout ce qu'on avait devant nous. D'une manière subtile, en amenant des faux arbres, des mousses, etc. C'est-à-dire de retravailler, de recréer en fait les décors du film à partir de décors existants dont on se sert un peu comme des structures de studio. Nous, on a la possibilité de tourner dans des lieux qui ressemblent à du studio, qui ont la couleur du studio, le goût du studio, mais qui ont tous les avantages de la réalité, et notamment, par exemple, pour moi, les plafonds ou les arbres. C'est-à-dire avoir un paysage qui ressemble à un morceau de studio et faire un panoramique qui montre le vrai ciel est pour moi une source infinie de jouissance.
On a l'émerveillement, le naturel et l'apparente amplitude. C'est-à-dire brusquement le spectateur ne sait plus où s'arrête la recréation et où commence la réalité. Et je pense que c'est le moment où débute le rêve. J'étais extrêmement touché par ça parce que ça fait longtemps qu'au cinéma, on n'ose pas aborder la transposition. On en reste toujours extrêmement collé à ce qu'on croit être l'authentique. Moi, je suis plus sensible à la vraisemblance qu'à la vérité, finalement. Et là, dans ce film, le scénario lui-même inspirait ça. Et ensuite, en parlant avec Christophe, je me suis rendu compte que lui aussi naviguait dans des esthétiques, je dirais au croisement de deux écritures qu'on pourrait simplifier en disant entre le gothique et l'expressionnisme, quoi. C'est vraiment, je dirais, une des 2, 3 uniques fois où on m'a demandé de faire une espèce de transposition, un peu comme on le fait à l'opéra ou au théâtre. Pour moi, le costume est un personnage, comme le décor, comme la lumière, c'est-à-dire qu'il participe au sens du film et à sa sensualité. Pour le personnage. Oui, ça, avec ses cheveux gris. Avec ses cheveux gris, ça sera bien. Ça fera très Christopher Lee, tu vois. Ouais, totalement. Dominique a remporté le morceau en me disant qu'elle adorait par-dessus tout Le Chien des Baskerville de Terence Fisher. Elle a retrouvé dans le film, je crois, le sens de l'élégance baroque et très particulier qu'on avait dans les films de la Hammer. Je pense que le style du film est très inattendu. Mais ça, c'est infiniment plus classe. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une autre version. Avec Dominique Borg, on a commencé à se pencher sur l'historique de ces costumes. On est tombé sur ces costumes de cocher absolument incroyables. C'est un costume de voyage, comme ça l'utilisait à l'époque. C'est vrai que les personnages arrivent en Gévaudan, il pleut, donc il y a toutes ces raisons pratiques, c'est pas du pur look. Surmonté d'un tricorne, etc., brusquement il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à une posture mythologique potentielle. Et moi j'ai toujours aimé ça, j'ai jamais rechigné devant ça, c'est-à-dire que je pense que ça me fait plaisir que le film soit symbolisé par des tricornes et des caches-poussières des deux personnages. On s'est rendu compte qu'ils avaient des trucs qui avaient une pure gueule, quoi. Des costumes en cuir de haut jusqu'en bas et qui se fermaient là, et le parallèle était simple. Notre western à nous, c'est ça, quoi. Guys. Okay. 2 in 1. Okay. Servir à bord. Il n'est pas question tout d'un coup de jouer un héros et tout d'un coup voilà, d'être assis sur son siège avec marqué le bilan derrière et puis de regarder le cascadeur en train de mettre des trempes à tout le monde à sa place. Je voulais gagner ma place vis-à-vis de Christophe et vis-à-vis de Marc aussi. Ils ont été humiliés et jusqu'au dernier moment ils croient qu'ils vont la voir et quand ils savent qu'ils peuvent pas la voir, immédiatement ils sortent les griffes et les 5 qui rentrent ils ont les griffes. C'est-à-dire que brusquement ça devient un combat à mort. C'est vrai qu'en invitant Philippe Coq à me rejoindre en France, je voulais en fait concilier l'expressivité du cinéma de sabre avec le folklore de chevalerie européen et essayer de voir s'il y avait une fusion qui était possible. Ok. B and go. Ok. Here. Je savais que j'aurais avec lui quelqu'un qui est un professionnel, mais également un connaisseur de cette forme d'expression. C'est-à-dire que la chorégraphie, pour moi, elle doit, comme le décor, comme le costume, servir à la définition des personnages. Je voulais que mes chevaliers à moi ne se battent pas n'importe comment. 4 sur 8, troisième. Et action.
aime les arts martiaux, aime les films de Hong Kong, aime les films japonais, aime cette culture. Ce qu'il ne voulait pas, c'est que ça soit un film Hong Kong. C'est-à-dire qu'on voit sur un coup de pied ou un coup de poing un type qui s'envole. Il veut que ça reste dans la crédibilité. C'est-à-dire que si un mec peut sauter à pieds joints 2 mètres, si on lui fait sauter 2,50 m, ça va rester crédible. C'est un pur métissage et c'est ce qui m'éclate totalement. C'est une fusion multiculturelle. On va s'y retrouver, il y aura un style hongkongais qui sera quand même assez français, européen, je pense. Ça s'intègre vraiment dans un contexte, dans une histoire. C'est une envie de réunir tous les genres et surtout le meilleur des genres. Alors, les porteurs de torches, quand vous êtes autour, faites comme ça en regardant le combat. Bougez légèrement d'un pied à l'autre, comme ça, pour donner toujours l'impression que vous allez attaquer d'un moment à l'autre, d'accord? Je pense que ça fait partie d'un langage universel, là aussi commun à tous les hommes, que le héros se tient droit, ses adversaires sont courbés, et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on trouve partout. Avec Philippe Koch, j'avais quelqu'un qui est parfaitement conscient de ça, qui a travaillé toute sa vie sur cette idée. Donc, on a ensemble élaboré un style qui est un style bâtard, qui n'est jamais clairement des arts martiaux, en étant au service d'une idée européenne de la chevalerie. Et action! Le film démarre à un moment où la bête est au pic de ses méfaits. C'est-à-dire que les morts s'accumulent. Je pense d'ailleurs que les monstres sont les monstres parce qu'ils incarnent la monstruosité de leur temps. Et la bête du Gévaudan incarne pour moi le dernier sursaut d'obscurantisme d'une société qui va bientôt basculer dans la révolution et basculer finalement dans la civilisation moderne. Prospect of creating a creature of this caliber, which is slightly out of the usual for us because the genre is darker than a lot of people would expect from Jim Henson's Creature Shop. So, incredible opportunity for us. Christoph himself already had very, very strong vision as to how the creature should look. In fact, the storyboards that we first saw alongside the script gave us some sense of the direction of design. At the same time, we were fortunate enough to have a really fantastic designer already working for Jim Henson's Creature Shop. That is Igor Chevalier. It's an ambience movie. It's gonna be scary, but without being gore. It's just perfect, effective, sort of neat. Je voulais quelque chose qui soit primitif, ancien et presque fétichiste. On a essayé de trouver un équivalent qui soit une force héritée de la barbarie purement primitive. Et avec Henson, j'ai pu préserver ça. Et d'autre part, c'est vrai que grâce à eux, on pouvait constamment avoir un équilibre entre le robot et le virtuel. Ce qui est toujours difficile quand on travaille avec 2 studios différents. At the very simplest level is it's if you see its feet and if it's jumping around or running through the set, then that would be CG. And if it was close up and somebody was touching the beast or coming very close to camera, then that would be animatronic. The beast is full of hydraulic rams, so its arms, its legs, its neck and head movement are all provided by different sizes of rams, and of course these are driven by our performance control system. Il est évident qu'il y a une balance dans le film entre son aspect technologique, c'est-à-dire faire un film avec un monstre, avec des scènes d'action, et en même temps un aspect primitif, essentiel, qui est celui du folklore, des mythes. Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas?